Et je vais en profiter aussi pour voilà, être concis pour tenir le temps. Donc, je vais entrer directement dans le vif du sujet pour vous parler des sites d'escalade en région Sud-PACA. Donc, l'histoire de l'escalade est à mêler évidemment à l'histoire de l'alpinisme qui vient d'Angleterre et qui se développe dans la deuxième moitié du 19e siècle. Donc avec un attrait pour les sommets, notamment les sommets alpins, qui se développe donc dans la deuxième moitié du 19e siècle et qui va se diffuser donc en France notamment à travers le développement de structures, notamment le Club alpin français, donc qui est créé en 1874 et donc diverses sections suivent assez rapidement. Donc le CAF, comme on l'appelle, Provence est créé en 1875, le CAF des Alpes-Maritimes en 1879. Et d'ailleurs, et ça se développe notamment dans les élites sociales locales. Cette influence britannique et ces élites sociales et ce rapport aristocratique de l'activité est illustré par justement donc la première ascension de la Grande Candelle, donc une falaise des Calanques de Marseille, par donc le consul d'Angleterre, Francis Marc, membre donc du club alpin français de la section de Provence. Donc voilà, on peut voir donc la couverture d'un bulletin du club alpin français de la section des Alpes-Maritimes, le premier bulletin publié donc en 1880, où justement est retracé les récits des premières excursions, des premières ascensions. D'ailleurs, la première ascension, la première escalade en 1879 est faite au Mont-Agel. Donc, il faut imaginer le transport, enfin, la marche d'approche, le transport d'un appareil photo, d'un certain nombre d'éléments qui vont permettre aussi de donner des précisions scientifiques, puisque donc au-delà de l'aventure vers les sommets, il y a cet intérêt pour la géologie, la nature. Donc, ce sont de véritables expéditions qui sont menées. Et donc, il y a par la suite pas mal de groupes qui vont se constituer. Je pense donc vers Marseille aux excursionnistes marseillais, qui vont se développer progressivement et donc avoir un rôle à jouer dans le développement justement de ces escalades, que ce soit autour de Marseille ou autour de Nice. Donc, les principaux, là, une carte des principaux sites d'escalade avant 1918. Donc, on voit bien que c'est concentré donc autour de Marseille, avec les Calanques, le Pilon du Roi, proche de Gardanne, la Sainte-Baume, et aussi vers Nice, donc notamment le Baou de Saint-Janet, qui va se développer notamment en 1917. Donc le Baou de Saint-Janet, voilà, on y voit une carte postale là. Donc en 1917, alors que la guerre se poursuit, il y a un réel désir de la part des membres du club alpin français, des Alpes-Maritimes, de poursuivre ces activités. C'est assez compliqué dans les Alpes, donc il se rend près des falaises plus proches, comme le Baou de Saint-Janet, et il y a vraiment le désir d'emmener aussi des jeunes, des groupes de jeunes, d'encadrer des groupes de jeunes pour contribuer aussi à l'effort de guerre et à la préparation militaire. Donc, par la suite, durant l'entre-deux-guerres, l'escalade va continuer à progresser, la pratique, et notamment au travers du développement du matériel, qui était assez sommaire donc, avant-guerre. Il y a le développement donc, de chaussures un peu plus spécifiques, parce qu'avant, il s'agissait de grimper avec des grosses chaussures faites pour l'alpinisme et supporter donc la montagne. Donc des chaussures avec des semelles en caoutchouc qui naissent dans les années 30, puis des mousquetons en acier qui permettent aussi de plus facilement s'ancrer sur la paroi et donc avoir plus d'assurance.
Et donc le piton aussi, qui est un élément d'acier qui est susceptible d'être fixé à la paroi et donc apporter plus de sécurité. Donc, les sites d'escalade dans la région sont essentiellement à cette époque des sites préparatoires à la haute montagne qui, donc pour les grandes voies des Alpes, donc Mont Blanc, Grande Jorasses, enfin tout un tas de voies qui sont encore aujourd'hui très réputées. Mais au-delà de ça, il reste donc de belles réalisations qui sont faites sur ces sites qui servent de préparation. Et donc, il y a plus de sites qui sont fréquentés. Donc, à ceux qu'on a identifiés tout à l'heure, on peut ajouter les dentelles de Montmirail, par exemple, dans le Vaucluse, qui sont gravies pour la première fois en 1928. Et on y voit donc les grimpeurs. On peut apprécier aussi la technique et l'équipement de l'époque. Au-delà donc des dentelles de Montmirail, il y a aussi de belles réalisations qui sont faites sous l'impulsion de cordées assez réputées, comme celle menée par Robert Tanner ou encore Gaston Rébuffat et Georges Livanos, qui vont donc gravir un certain nombre de voies dans les Calanques, mais aussi à la Sainte-Baume, avec le grand pilier qui est pour la première fois franchi en 1938 par justement une cordée emmenée par Robert Tanner. Et donc l'importance de cette voie, la difficulté, créeront tout de suite un parallèle avec l'une des voies mythiques aussi des Alpes avec les Grandes Jorasses, qui est la Walker. Et donc ce grand pilier de la Sainte-Baume est surnommé la Walker de Provence. Au-delà de ça, donc, pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a un essor des sites d'escalade qui se fait du côté de Nice, parce que justement, les hauts sommets alpins sont plus difficiles d'accès. Et donc, de premières voies d'importance au Baou de Saint-Janet sont ouvertes, notamment la Mallet, donc en 1940, qui est la première à gravir la grande face du Baou. Et Inominata, donc en 1943, réalisé par la cordée Mallet, Revel, Franco et Karekin-Gurekian. Alors justement, après-guerre, Karekin-Gurekian va participer à l'effort de reconstruction, puisqu'il y a eu de lourdes pertes durant la guerre. Et le premier topo guide, qui est l'ouvrage de référence et d'indication sur l'escalade au Baou de Saint-Janet, va apparaître. C'est l'époque aussi de l'affirmation de l'escalade artificielle, qui est donc justement mise en pratique grâce à ce développement des techniques de pitonnage et l'utilisation d'étriers qui permettent d'augmenter la difficulté et d'affronter des passages difficiles et beaucoup plus rectilignes. Et donc, par la suite, de nombreuses voies seront justement consacrées à le fait qu'elles soient très rectilignes. Et donc, dans la toponymie des voies, ça va se ressentir. Donc, il y a une voie qui est nommée directe au Calanque, ou encore au Baou de Saint-Janet, Michel Dufranc, donc un des très grands grimpeurs de l'époque, ouvre une voie nommée Directissime, donc au Baou de Saint-Janet. Il va contribuer aussi par le développement de l'instruction de l'escalade à mettre en lumière plus de sites d'escalade. Donc on pense à Aiglun, par exemple. Et donc les Calanques, le Baou de Saint-Janet vont obtenir une renommée internationale assez rapidement. Jusque dans les années 1960, milieu du 1960, c'est vraiment les principaux sites d'escalade
en France, qui attire donc des étrangers, mais aussi d'autres sections particulièrement importantes du club alpin français, les grimpeurs aussi parisiens qui grimpent surtout sur les rochers de Fontainebleau, donc les Blozards, on les appelle. Mais au milieu des années 60, donc une excursion dans les gorges du Verdon va susciter l'intérêt, puisque des grimpeurs découvrent des voies complètement vierges et totalement inédites et d'une difficulté particulière. Les premières voies vont se faire très rapidement, et dans les années 70, le Verdon devient le nouvel Eldorado, l'endroit où venir grimper en France et même à l'international. Cet attrait pour le Verdon va développer augmenter la difficulté des voies d'escalade, donc sous l'impulsion justement de Michel Dufranc et d'autres grimpeurs. Et dans les années 70-80, surtout fin des années 70, l'escalade libre va être la nouvelle méthode. Donc on abandonne l'escalade artificielle pour vraiment rester concentré sur le rocher et avec moins de points d'appui pour pouvoir gravir la paroi. C'est aussi le développement de l'escalade dans le rocher en dalle, où on ne cherche plus forcément la fissure. Et donc là, le niveau explose. Et de premiers grimpeurs très connus de la région font leur apparition. Je pense notamment à Patrick Béraud, mais aussi Patrick Edinger, un Varois, qui vont, dans le sillage des Anglais, développer l'escalade libre et même l'escalade en solo, c'est-à-dire sans aucun moyen d'assurance, que ce soit donc au Verdon ou sur bien d'autres sites. Ces deux-là donc, sont nommés les mutants. Très rapidement, donc, ils sont au-dessus du lot avec d'autres grimpeurs comme l'italien Zanola ou l'allemand Gulick. Ils vont développer des techniques d'entraînement pour pouvoir toujours plus repousser le niveau de cotation des voies, le niveau de difficulté, et seront rapidement médiatisés donc, avec la production de films documentaires, et notamment donc, pour Patrick Edinger. Donc on voit qu'il est médiatisé, il fait la une de grands reportages en 1983. Puis donc il y aura la rencontre avec le grand public, avec donc les films de Jean-Paul Janssen notamment, La vie au bout des doigts en 1982 et Opéra vertical l'année d'après. Cette médiatisation aussi, elle touche également Catherine Destivelle, une des principales grimpeuses françaises à l'époque, en 1985. Donc il y a une réelle médiatisation, une multiplication des sites d'escalade aussi dans la région, avec notamment des techniques plus pratiques pour équiper les sites d'escalade avec le perforateur électrique. Et donc de grandes performances commencent à être réalisées sur toutes ces voies. Je pense notamment au premier 8A, donc le 8e degré, qui était le plus élevé à l'époque, réalisé par Catherine Destivelle avec une voie nommée Fleur de Rocaille à Mouriez dans les Alpilles. Et cette voie a fait l'objet de controverses, puisqu'elle a été décotée par les grimpeurs de l'époque, qui est un milieu assez machiste, et finalement donc c'est un 7C+. Mais aujourd'hui encore, dans les topos d'escalade, cette voie, et il y a une mention, Fleur de Rocaille, la voie 7C+, la plus 8A des Alpilles. Par la suite, donc, viendra assez rapidement, puisque la même année, il va se développer les compétitions d'escalade, même si ça crée également des controverses, puisqu'il y a le manifeste des 19 en France qui paraît pour dénoncer l'esprit de compétition qui dénaturerait donc, le sport. Mais très vite, le manifeste n'a pas l'écho escompté, et la plupart des signataires participeront finalement aux compétitions, à l'image de Catherine Destivelle, dont j'en parlais.
qui fera ses premiers pas donc, à la première compétition d'escalade internationale qui a lieu à Bardonecchia, donc dans le Piémont, où Catherine Destivelle gagne. L'année d'après, donc c'est Patrick Hédinger qui remporte la compétition au même endroit. Donc là, vous voyez une illustration du topo guide de Biux, donc un des sites qui est très en vogue dans les années 80 et qui est ouvert, voilà, qui est mis aussi en lumière par un des films de Jean-Paul Janssen avec Patrick Hédinger. Il y a aussi, voilà, dès les années 90, des sites qui sont mis en valeur sur des cartes postales directement. Donc là, on a Orpierre dans les Hautes-Alpes. Donc là, on a une photographie des falaises d'escalade de Mauriès et donc le nom qui est gravé sur le début de la voie Fleur de Rocaille. Donc les principaux sites d'escalade qui se sont diffusés donc dans toute la région depuis les années 1970. Et donc ensuite vient l'ère du 9e degré au tournant des années 2000, avec donc Wolfgang Gulik qui atteint pour la première fois le 9e degré, et donc une diversification cette fois-ci des sites d'escalade, mais dans le monde et sur tous les continents. Ça développe donc l'attrait des médias et donc une mise en avant de stars internationales. Donc on peut penser à Chris Sharma, un Américain, mais aussi plus récemment Adam Ondra, un Tchèque. Bien qu'il poursuivent donc des buts aux quatre coins du monde, la région PACA reste un territoire de grimpe incontournable. Ils effectuent des voies dans la région et donc on compte de nombreux sites. Donc on peut voir une cartographie là de l'ensemble des sites répertoriés par le site Climbing Away des secteurs d'escalade dans la région qui sont très nombreux. Et bien que l'escalade soit donc de moindre importance dans la région, elle reste toujours une source d'activité, donc de loisirs, mais aussi de performance, puisque l'année dernière, une falaise de la région, donc à Saint-Léger-du-Ventoux dans le Vaucluse, a été le théâtre d'une grande performance féminine, puisque c'est le premier 9B français féminin qui est réalisé donc avec Eagle 4 à Saint-Léger-du-Ventoux. Donc on voit le post Instagram de la grimpeuse Julia Chanourdi qui réalise cette performance, qui est la 3e meilleure performance mondiale de l'histoire de l'escalade féminine, donc en novembre 2020. Et enfin, pour conclure rapidement, donc si aujourd'hui la région PACA a perdu la place centrale qui lui était attribuée par le passé pour l'escalade, ça reste un haut lieu de l'activité, avec une multitude de sites qui offrent donc beaucoup de possibilités, une diversité de pratiques, que ce soit familiale, scolaire, de loisirs, mais aussi de compétition. Et les sites qui sont toujours d'actualité, qui ont été transmis aussi de génération en génération par aussi les topo guides d'escalade, continuent d'être sillonnés un peu partout. Et donc les sites d'escalade et les falaises sont aujourd'hui un haut lieu du sport et du patrimoine sportif en région PACA.